Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition exclusive de l'Africa Newsroom sur votre chaîne Africa 24. Le commerce mondial est en pleine mutation. Entre rivalité géopolitique, relocalisation industrielle et remise en cause du multilatéralisme, les équilibres se redessinent. Dans ce contexte, la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce est décisive. Pour l'Afrique, les enjeux sont considérables. Le continent ne représente encore que 3% du commerce mondial alors qu'il concentre près de 18% de la population mondiale. Plus structurel encore, 70 à 75% des exportations africaines restent dominées par les matières premières avec une faible transformation locale. Dans ces conditions, une question centrale s'impose. L'Afrique peut-elle réellement peser dans les règles du commerce mondial ou reste-t-elle enfermée dans une position périphérique ? Et surtout, comment construire une véritable souveraineté économique dans un contexte globalisé? Pour en débattre ce soir, nous sommes en compagnie de Gilbert Eweme, coordonnateur continental de Accelerate Africa. Monsieur Eweme, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci Catherine. Nous sommes également en compagnie de Seriki Tuo, directeur de la coopération internationale et régionale au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de Côte d'Ivoire. Monsieur Tuo, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup Catherine, c'est gentil. Enfin, nous sommes en compagnie de Monsieur Richard Mokonji, administrateur à la Chambre de commerce suisse RDC. Monsieur Mokonji, bienvenue sur Africa 24. Merci Catherine. Messieurs, la première question qui s'adresse à chacun d'entre vous est celle de savoir si le système commercial international est aujourd'hui structurellement défavorable à l'Afrique. Monsieur Eweme. Merci Catherine pour la question. Je veux dire, le système du commerce en Afrique a beaucoup de manquements et je pense que nous avons beaucoup à faire pour structurer le commerce en Afrique. Monsieur Tuo, une lecture peut-être plus analytique de la situation? Oui, Catherine, je pense que l'Afrique n'est pas, je dirais, défavorisée par rapport au reste du monde. Il appartient à l'Afrique de pouvoir, dans ce multilatéralisme, trouver son chemin. Et je pense que c'est pour cela que toute l'OMC est à Yaoundé, voilà, espérant que nos sorties de Yaoundé, on puisse trouver des solutions équitables, inclusives pour tous. Monsieur Mokonji, une autre lecture peut-être? Bon, je ne dirais pas une autre lecture, mais peut-être l'autre approche. Quand vous dites que si le commerce multilatéral est structurellement défavorable pour l'Afrique, ce n'est pas aujourd'hui. On peut le mettre en perspective, c'est-à-dire depuis que le système a été mis en place, si on parle des GATT à aujourd'hui, donc l'Afrique a beaucoup de défis à relever parce que pour la mise en place des GATT, il y a eu au moins une cinquantaine d'années. Et quand l'Afrique, du moins la plupart des pays africains, ont été invités à rejoindre l'Organisation mondiale du commerce, et il fallait tous les prérequis qu'il y avait des GATT, comment l'incorporer dans le système de gouvernance en Afrique, c'est un challenge. Donc voilà, si on peut mettre ça sur le plan chronologique, déjà au départ, il y a des défis à relever et jusqu'aujourd'hui, ça existe. Peut-être on reviendra sur d'autres aspects dans le débat. Justement, vous avez raison de le dire, on reviendra un peu plus tard sur ces aspects dans notre débat. Pour l'heure, le système commercial multilatéral porté par l'Organisation mondiale du commerce vise à garantir des règles communes et une participation plus équilibrée aux échanges internationaux. Pourtant, l'Afrique ne représente encore que 3% du commerce, ce qui relance le débat sur un système plus inclusif. Regardons ce sujet signé par Lucrèce Mbogol et ses extraits de personnalité. La 14e conférence ministérielle de l'OMC organisée au Cameroun représente un rendez-vous stratégique. Au cœur des échanges, la place de l'Afrique dans le commerce mondial. Avec près de 16% de la population mondiale, le continent ne représente qu'environ 3% des échanges internationaux. Un déséquilibre que les dirigeants africains entendent corriger. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, également président de cette conférence, a insisté sur le potentiel du pays. Le Cameroun a mis le secteur privé, l'entreprise, au cœur de son développement, au cœur de son projet, le projet du chef de l'État Paul Biya, de la transformation structurelle
de l'économie camerounaise qui ne se fera que par le biais de l'entreprise. Dans un contexte de remise en question du système commercial international, l'Organisation mondiale du commerce multiplie les réformes pour rester pertinente et mieux répondre aux attentes des pays en développement, notamment africains. La directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala appelle à une transformation de l'institution avec des mesures concrètes pour faciliter l'intégration de l'Afrique dans le commerce mondial, moderniser les règles et tirer parti du commerce numérique, aujourd'hui en pleine expansion. L'OMC doit évoluer vers une organisation plus agile et flexible, capable de créer des règles plus rapidement, éventuellement au sein de coalitions de pays volontaires. Dans un monde en constante évolution, nous devons nous mettre en mouvement car la géopolitique, la technologie, le changement climatique et d'autres défis mondiaux sont omniprésents. À travers des initiatives comme le Fonds Wade, l'OMC entend renforcer la participation des femmes, notamment dans le commerce numérique, l'un des secteurs les plus dynamiques au monde. Un enjeu crucial à l'heure où les économies africaines cherchent à mieux s'intégrer dans les chaînes de valeur globales. Cette année s'ouvre une période de profonde incertitude économique marquée par les conflits régionaux au Moyen-Orient et les mutations technologiques rapides induites par l'intelligence artificielle. Le rapport dresse le portrait d'une économie mondiale et d'un système commercial multilatéral confronté à de sérieux défis, mais faisant également preuve d'une résilience surprenante. Selon le scénario de référence, la croissance du volume des échanges mondiaux de marchandises ralentirait, passant d'un taux supérieur aux prévisions des 4,6% en 2025 à un taux modeste de 1,9% en 2026 avant de rebondir à 2,6% en 2027. Les accords de l'OMC ont été conçus pour offrir les flexibilités nécessaires ou le traitement spécial et différencié prévu pour ces dispositions afin de permettre aux membres en développement, y compris les pays les moins avancés, de s'intégrer au système commercial multilatéral et d'en tirer parti. Ce travail est essentiel pour garantir que les membres en développement puissent mettre en œuvre les règles de l'OMC d'une manière qui tienne compte de leurs capacités et de leurs besoins en matière de développement, leur permettant ainsi de participer plus pleinement au commerce mondial. Monsieur Iwemer, on le disait tout à l'heure, l'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial alors que sa population à elle seule représente 18% de la population du globe. Comment expliquer le décalage entre ce potentiel démographique et les performances commerciales? Oui, Catherine, je pense que 3% c'est déjà vraiment peu. Vous savez, nous avons une population en Afrique de 1,5 milliard de personnes et avec le taux de commerce de 3%, vous voyez que l'Afrique est encore beaucoup en arrière. Les challenges sont vraiment énormes. Quelques challenges, c'est déjà nous n'arrivons pas à transformer nos matières premières au niveau de l'Afrique. Parce que quand vous transformez les matières premières, ça vous donne l'avantage pour faire mieux le commerce. Pour le moment, nous faisons le commerce en Afrique, comme on dit au Cameroun, le buy and sell, c'est-à-dire vous achetez et vous revendez. Donc c'est très compliqué et très difficile pour compétir avec les autres puissants comme la Chine, l'Inde et les États-Unis. Donc nous avons vraiment un véritable challenge, un défi à remonter. Voilà pourquoi l'OMS est au Cameroun aujourd'hui. Et je pense qu'avec les recommandations concrètes, les recommandations clés, on pourra vraiment surmonter le pourcentage de 3%. Monsieur Thuot, plus de 70% des exportations africaines restent concentrées sur les matières premières. Pourquoi le continent peine-t-il encore à s'insérer dans les chaînes de valeur industrielles? Merci bien, Catherine. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire merci à M. Khalil Konaté, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, et à mon directeur général, M. Baba Touré, qui m'ont donc désigné pour participer à cette émission. Effectivement, vous l'avez dit, 70% des exportations africaines sont essentiellement des matières premières. Ce n'est pas faux, mais c'est une longue histoire. Une longue histoire parce que souvenez-vous, après les indépendances de bon nombre de pays africains, nous avons d'abord commencé avec, je dirais, une industrialisation rudimentaire qui était essentiellement
celle des pays colonisateurs. Par la suite, on a commencé à mettre progressivement des industries locales dont le but était de produire, transformer dans les colonies et exporter vers les pays colonisateurs. Aujourd'hui, la situation a changé un peu. Elle continue de changer pour bon nombre de pays. Mais comme l'a dit mon collègue, il s'agit aujourd'hui de mettre vraiment l'accent sur la transformation, l'accent sur l'implication, n'est-ce pas, des Africains dans les différentes chaînes de valeur. Parce que comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, tant que vous continuerez de vendre des matières premières, vous serez toujours sujet aux intermédiaires. Et je pense que c'est ce que l'Afrique vit. Elle en a suffisamment conscience aujourd'hui et elle est en train, à travers certaines organisations, certaines initiatives, de chercher à faire changer la donne. Je vous rappelle à toutes fins utiles que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le cacao, que vous savez dont nous sommes premiers producteurs, nous sommes partis d'environ 10% de transformation. En 2011, aujourd'hui, nous sommes à plus de 30% de transformation. Donc la situation change, mais elle ne se fera pas du jour au lendemain. Merci. Monsieur Moukoundji, plusieurs États africains continuent de négocier individuellement leurs accords commerciaux avec les grandes puissances. Est-ce que cette fragmentation ne fragilise pas aujourd'hui la souveraineté économique du continent? Bon, d'abord, la souveraineté économique devrait se voir au niveau des pays. Qui dit souveraineté, dit cette capacité d'avoir une gouvernance sur ses ressources, les gérer, avoir une bonne gestion et éventuellement être en mesure de diversifier son économie et dépendre de moins en moins de l'extérieur. Or, si vous dites que les pays individuellement font ces commerces bilatéraux, ça n'exclut pas les échanges au niveau multilatéral parce que ce sont des accords complémentaires. Nous avons les accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs exemples d'intégration au niveau Afrique, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange économique, qui est un outil qui pourrait éventuellement mener à terme à amener la souveraineté économique au niveau du continent et permettre aussi à ce que les pays africains puissent échanger entre eux. Les pays africains changent très peu entre eux. En termes de change, on est à peine, je ne sais pas, 25 ou 30%. Je n'ai pas les statistiques en tête, d'échanges intra-africains. Par contre, quand vous allez en Asie ou en Europe, on atteint 60% d'échanges, ce qui fait que ces économies-là sont plus intégrées que les économies africaines. Voilà. Donc le développement ne peut être qu'endogène, c'est-à-dire au niveau des pays et au niveau des continents, avoir des solutions orientées pour d'abord satisfaire les besoins propres du pays et pays de proximité. Prenons le cas du Congo-Kinshasa, par exemple, qui a fait un échange ou un accord bilatéral avec la Zambie pour mettre en place des industries pour les précurseurs de batteries. Les deux pays sont producteurs de minerais critiques, comme on dit, mais ils ont voulu associer leurs compétences pour développer cette industrie-là. Donc ces accords-là ne peuvent être qu'encouragés. Même aussi avec les grands pays, enfin, industrialisés, ces accords-là ne vont pas désavantager l'accroissement du plan multilatéral. Mais c'est à surveiller parce que parfois, il faut lutter contre les asymétries qui se font quand parfois il y a ces échanges-là. Justement, vous parlez de la ZLECAf, une initiative très importante pour l'Afrique sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans le débat. Mais je reviens à vous, Monsieur Thuot. Vous parliez tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, mais aujourd'hui capte un peu moins de 10% de la valeur de la chaîne chocolatière mondiale. Les règles actuelles du commerce permettent-elles vraiment de changer la situation? Oui, il faut dire que sur certains aspects, il y a des déséquilibres en termes d'accords commerciaux. Et comme je l'indiquais, c'est pour cela que l'OMC est ici à Yaoundé, en vue de réfléchir, n'est-ce pas, sur comment est-ce qu'il faut équilibrer le maximum possible en fait, ces accords-là. Dans ce paquet, il y a un des aspects qui m'intéresse, c'est celui qui est relatif à l'investissement, qu'on appelle l'accord sur la facilitation de l'investissement. Donc vous voyez qu'à travers un tel accord, nous avons la possibilité en tant qu'Africains d'attirer, n'est-ce pas, des investissements directs
qui permettront justement de pouvoir transformer substantiellement nos matières premières. Et il n'y a pas que la question de cacao, il y a aussi la question par exemple du coton. La question du coton qui est discutée maintenant depuis près de 25 ans, pour laquelle il n'y a pas à la date d'aujourd'hui une solution, je vais dire, claire. Donc il est également question en tant que pays producteur de coton, de pouvoir attirer des investissements, des investisseurs qui permettront justement de pouvoir transformer, n'est-ce pas, ce coton-là en habits, en textiles, etc. Je crois que c'est le collègue qui parlait de la population africaine qui est aujourd'hui estimée à 1,4 milliard. Alors imaginez-vous que toute cette population africaine soit habillée par le coton africain fabriqué en Afrique. Non seulement cela crée de l'emploi, mais cela est également source de croissance et d'économie viable pour l'Afrique. Aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, on voit surtout son capital ou son potentiel démographique. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, M. Ouémé, et vous également, M. Thuot. L'Afrique, c'est 1,5 milliard de personnes. Et d'ici 2050, on projette 2,5 milliards d'habitants. Mais on parle très peu du capital naturel en termes de terres. L'Afrique, c'est près de 60% des terres arables du continent. Lorsqu'on sait que les grandes puissances consacrent plus de 500 milliards de dollars par an aux subventions agricoles, est-ce qu'on ne ferait pas mieux aujourd'hui, plutôt que de se tourner vers des chaînes de valeur industrielles, d'investir davantage dans l'agriculture en Afrique? Monsieur Thuot. Oui, merci bien. Je pense que dans le cadre de ce sujet-là, l'Afrique y a suffisamment réfléchi et des initiatives ont été prises. Je pense qu'il y a la conférence de Luanda, si j'ai bonne mémoire, qui demandait, n'est-ce pas, aux pays africains d'investir ne serait-ce que 10% du budget, n'est-ce pas, de leur État dans l'agriculture. Je crois qu'il y a une autre décision de Kampala, voilà, qui allait dans ce sens-là. Donc effectivement, c'est une problématique réelle. Si vous n'arrivez pas à vous nourrir, je pense qu'il est difficile de pouvoir réfléchir véritablement sur autre sujet. Voilà, à l'OMC, on vous parlera des questions de sécurité alimentaire. Voilà, il faudrait que l'Afrique, effectivement, prenne les devants, n'est-ce pas, de cette thématique pour pouvoir se conserver, n'est-ce pas, une sécurité alimentaire pleine et entière pour ces populations, qui sera vraiment la base de réflexion de tous les autres. Et comme vous l'avez dit, l'Afrique compte 60% des terres arables. Et il faudrait que nous en soyons conscients, que nous puissions mettre, je dirais, des politiques en place pour permettre à chaque État non seulement de pouvoir produire, mais de pouvoir, dans le meilleur des cas, pouvoir exporter. Aujourd'hui, nous avons le cas de la situation, de la crise entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran. Vous voyez qu'il y a de fortes chances que le prix de certaines denrées alimentaires, de l'engrais éventuellement, puisse augmenter. Mais si vous aviez la possibilité de produire cela sur le sol africain, je pense qu'on aurait beaucoup plus de risques et beaucoup plus de latitude de pouvoir faire face, n'est-ce pas, au développement de nos populations. Justement, cet élément de réponse que vous nous apportez me permet d'adresser la question suivante à M. Ouémé. Les crises géopolitiques dans le Golfe et en Ukraine perturbent les flux mondiaux et vous l'avez indiqué avec un risque important de voir les prix de l'énergie exploser ainsi que des matières premières. Quel impact ces crises ont-elles sur les économies africaines et quelles stratégies d'adaptation pourraient être mises en place selon vous? Bon, je ne suis pas trop l'expert quand on parle de crise politique et autres. Je pense que déjà, pour répondre très facilement à la question, comme le directeur disait, ça nous cause vraiment un véritable problème parce que jusqu'ici, on importe presque tout au niveau de l'Afrique. Nous avons le riz qu'on importe, nous avons les engrais et autres qu'on importe. Donc, déjà l'impact négatif sur la crise, ça peut vraiment nous permettre déjà sur une alimentation réduite. Vu que même ce que nous on produit, on n'arrive même pas déjà à transformer. Donc c'est vraiment un véritable problème. Je pense que l'Afrique, à travers l'Union africaine, peut également mettre l'accent sur comment gérer la crise, parce que je pense que la crise qui se mène déjà, vous allez voir que depuis quelques semaines, il y a les vols qui étaient arrêtés, qui étaient suspendus. Et ça nous crée vraiment un impact économique au niveau de l'Afrique, parce que les businessmen,
les hommes d'affaires n'arrivent pas à voyager, ceux qui partent en Chine pour importer les diarrhées alimentaires et autres, ça nous revient plus cher. Merci. Monsieur Mokontu, est-ce que vous avez une autre lecture à ce sujet? Quelles sont les mesures d'adaptation que les gouvernements africains pourraient mettre en place pour contrer justement les conséquences de ces crises au niveau de l'Occident? Donc les crises, d'abord, il faut dire que c'est peut-être la troisième crise. Il y a eu d'abord la crise de Covid. On devait tirer des leçons déjà à ça. La crise de la guerre Ukraine, donc ça c'est une troisième crise. Normalement, on doit pouvoir anticiper. Et les États, normalement, c'est comment peut-être cette crise va toucher essentiellement l'énergie, comment les États devraient anticiper par rapport au stock, au niveau d'avoir des ressources énergétiques assez propres pour pouvoir pallier à cette question, anticiper. Et généralement, dans les cadres, par exemple, des produits pétroliers, les États, en tout cas prévenants, achètent avec anticipation. Donc peut-être la crise va intervenir un peu plus tard, dans 3 mois ou 6 mois. Mais généralement, les crises sont prévisibles. Et on a déjà eu, ça c'est la troisième en moins de 10 ans. Donc les États avec qui peuvent pouvoir faire face. Et aussi nous permettre aussi en tant que pays d'Afrique d'intégrer les économies. Si on prend la crise de Covid, ça a montré qu'il faut parfois penser au commerce cycle court au lieu de penser des longues distances qui étaient entravées avec le pays. Enfin, sur le plan de transport, les bateaux ne pouvaient pas, comme maintenant c'est le cas. Donc, ça nous réconforte encore dans l'idée qu'on a développée ici, comment l'Afrique peut commercer entre elles, entre pays. Donc, proximité au niveau des accords bilatéraux, transfrontaliers et éventuellement au niveau des espaces sous-régionaux. Ça va permettre d'avoir un espace intégré d'échange qui pourra éventuellement permettre de faire face aux chocs extérieurs. Monsieur Chou, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous avez évoqué, lorsqu'on parlait de solutions à apporter aux défis de l'Afrique pour faire peser davantage dans la balance du commerce international, vous avez évoqué la diversification des exportations des pays africains. Parmi ces pays, justement, on peut citer le Maroc qui mise aujourd'hui sur l'automobile et les phosphates pour près de 14 milliards de dollars par an, ou l'Afrique du Sud qui exporte désormais des véhicules, machines et produits chimiques pour une valeur d'un peu plus de 120 milliards de dollars, et ce seulement enregistré en 2024. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui ces pays ou ces trajectoires réussies du reste du continent encore dépendant des matières premières brutes? Oui, la diversification, c'est vraiment un des éléments. Il y a d'abord la diversification et des produits et ensuite la diversification des partenaires. Parce que, comme je l'ai indiqué dans l'un de mes propos préliminaires, l'essentiel des exportations des différents pays africains était en direction des pays colonisateurs. Quand vous prenez des pays comme les pays francophones, c'était essentiellement la France. Mais au fil du temps, on a commencé à diversifier en fait ces différents partenaires au point qu'aujourd'hui, certains pays comme la Turquie, comme l'Inde, comme la Chine sont devenus aujourd'hui des partenaires, je dirais, pas essentiels, mais importants, n'est-ce pas, pour la plupart des pays africains. Donc, de ce point de vue, il convient d'accentuer cette diversification, faire en sorte que les différents produits que nous avons ne soient pas accaparés, je dirais, par un seul État, mais qu'on ait la possibilité de pouvoir échanger avec tout le monde de sorte à avoir la meilleure offre possible. Et je crois que c'est dans cette optique que la Côte d'Ivoire s'est inscrite, comme je l'indiquais depuis quelques années. Aujourd'hui, nous avons des partenariats avec la France toujours, avec l'Union européenne, je dirais, dans l'ensemble, avec l'Inde, avec la Corée, voilà, la Chine, tout le monde. Voilà. Donc je crois que cela permet de créer une concurrence beaucoup plus saine et bien entendu dans l'intérêt du pays. Merci pour cette intervention. Madame, Monsieur, nous marquons une courte pause dans ce débat. Nous vous revenons dans quelques instants.
Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur ce plateau dédié au commerce international et la place que l'Afrique occupe dans celui-ci. L'Afrique, justement, attire de plus en plus d'investissements, mais la question du rapport de force reste centrale. Au-delà des règles du commerce mondial, c'est la question de la stratégie africaine qui est posée, car pour peser, encore faut-il parler d'une seule voix. Ceci étant dit, nous écoutons cet extrait de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. L'Afrique possède une grande partie des minéraux critiques dont le monde a besoin aujourd'hui pour la transition énergétique, 30% des minéraux critiques et des terres rares de la planète. Ce que souhaite l'Afrique, c'est que des chaînes de valeur soient créées sur le continent afin que la transformation puisse y avoir lieu, ce qui permettra la fabrication de produits et par conséquent la création d'emplois. Nous pensons donc que l'Afrique a la capacité de le faire. L'Afrique dispose également de 60% du potentiel solaire renouvelable. Il est donc possible de réaliser cela grâce à l'énergie propre. Le potentiel hydroélectrique est également considérable. Nous pouvons exploiter tout cela. Certains de ces investissements commencent à voir le jour. Nous pensons donc que le dynamisme de l'ensemble du continent peut être mis à profit alors que nous travaillons à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine pour intégrer le marché, créer davantage de valeur ajoutée et exporter davantage vers le reste du monde. Monsieur Bokondjis, vous étiez celui qui abordait la question de la zone de libre-échange africaine continentale dans les propos liminaires de notre débat. Le rapport Global Trade Outlook and Statistics de l'OMC, publié en mars 2026, indique que pour l'année 2025, l'Afrique aurait enregistré la croissance la plus rapide au monde dans des exportations de services commerciaux. Mais cependant, on l'indiquait tout à l'heure, les conflits dans le Golfe au Moyen-Orient fragilisent les perspectives de croissance de futurs échanges. La zone de libre-échange continentale africaine est présentée comme un levier majeur de transformation aujourd'hui. Peut-elle réellement permettre à l'Afrique de renforcer sa souveraineté commerciale? Oui, justement, mais je voulais peut-être, si vous permettez, revenir sur la question de l'agriculture, même voir comment on peut mettre ça en lien avec l'aspect du développement des minéraux critiques. Madame la directrice de l'Organisation mondiale du commerce disait tout à l'heure qu'il faut permettre à ce que ces pays développent en tout cas les industries minières. Mais il faudrait noter que les industries minières, ce sont où il y a des emplois, mais c'est des emplois qui demandent beaucoup parfois des qualifications et puis beaucoup de capitaux, contrairement dans l'agriculture où on peut avoir un port potentiel des emplois, c'est-à-dire pour de main-d'œuvre, c'est-à-dire beaucoup de gens dans l'agriculture. C'est là où il faut plutôt aussi dans la suite prôner la diversification. Alors, on parle bien sûr de ces statistiques, il y a croissance, mais il faut dire que cette croissance-là est appauvrissante, c'est-à-dire ce n'est pas inclusive. Voilà. Pour que une croissance inclusive permet à ce que les gens aussi puissent avoir des emplois, puissent peut-être être impliqués dans cette croissance, au lieu que ce soit uniquement sur le plan statistique, sur le plan peut-être des exportations. Faut-il qu'il y ait une valeur qui est localement produite, parce que ça va permettre à ce que des gens retrouvent de l'emploi et que ces gens-là puissent être salariés, puissent peut-être bénéficier de cette croissance, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays d'Afrique, dont il faut les souligner. Il y a au moins 35 pays, ou 33, je ne sais pas, qui sont pays les moins avancés. Et si vous suivez ces concepts-là sur le plan sémantique, ce sont ces pays aujourd'hui moins avancés qui étaient des pays dépendants. Et quand on a fait les règles, ces pays-là n'y étaient pas. Après les indépendances, ils sont entrés et dépendants, ils sont devenus moins avancés. Bon, sémantique, là, ça dit ce que ça dit. Ils sont avancés, mais moins. Mais si on les traduit dans chacune des langues ici, vous verrez que ce n'est pas une qualification vraiment à entendre. Et cet état va peut-être permettre à certains pays à rester dans la dépendance de production de matières premières. Or, ce qu'il faut aujourd'hui développer,
ce sont les capacités productives. Non seulement les matières premières, mais d'autres aspects institutionnels et surtout le capital humain qui peut permettre à ce qu'il y ait transformation. Vous allez voir, vous avez cité l'exemple de l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud est assez développée? Parce que l'Afrique du Sud a mis en place ou a développé les capacités productives, l'industrie, aussi les équipements et tant d'autres. Il y a d'autres pays qu'on ne cite pas beaucoup, comme le Botswana, qui est aussi un pays qui peut atteindre cette souveraineté économique, pas totalement, mais partiellement, parce que ce pays a la maîtrise sur la gouvernance de ces matières premières qu'on arrive à transformer et ajouter la valeur. Voilà ces aspects qu'il faudrait vraiment nuancer du côté décideur africain, entrer vraiment dans cette logique pour sortir de l'ancienne logique qui est toujours là, mais avec peut-être des ficelles qu'il faut prendre des loupes pour voir. Oui, mais jusqu'ici, on parle de l'Afrique comme un ensemble de pays, d'entités nucléaires. Mais si on revient à la question de la ZLECAf aujourd'hui, comment est-ce que cette entité ou alors cette initiative continentale africaine peut amener à renforcer notre souveraineté africaine aujourd'hui, notre souveraineté économique et même commerciale? Oui, effectivement, parce qu'il y a eu des négociateurs étatiques. Aujourd'hui, il faut impliquer le secteur privé pour appliquer ces règles. L'État régule, mais ce n'est pas l'État qui fait le commerce, ce sont les entreprises. Donc il y a encore un gap. La ZLECAf a mis en place les règles. Il faut maintenant vulgariser ces règles auprès du secteur privé pour qu'ils puissent le mettre en œuvre. Donc je pense qu'il y a déjà une conférence dont on a participé avec mon frère ici dans la mise en place des investissements innovants pour impliquer en Europe, pour impliquer le secteur privé. Donc, c'est en cours. Je crois que les ministres du Commerce ont adopté ça et il faut vraiment vulgariser ça, que le secteur privé puisse s'impliquer parce que c'est le secteur privé qui est créateur, en tout cas, des richesses et l'État est là pour réguler, pour contrôler et encadrer ces secteurs-là. Justement, je me tourne à présent vers M. Iweme. Le commerce intra-africain reste inférieur à 20% contre plus de 60% en Europe. Qu'est-ce qui freine encore cette intégration économique du continent? Est-ce qu'il s'agit des politiques intérieures de chaque pays? Est-ce qu'il s'agit encore de barrières tarifaires ou non tarifaires? Où se situe aujourd'hui le problème de l'Afrique? Ça, c'est une très bonne question. Je vais citer 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la circulation des personnes en Afrique, qui est vraiment un véritable problème, challenge. Je ne veux pas aller en Côte d'Ivoire, j'ai besoin de visa. C'est très compliqué. Le deuxième challenge, c'est les infrastructures. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment un manquement. Et troisième challenge, déjà, ce sont les investissements. Voilà les 3 problèmes majeurs pour moi. Et je pense que jusqu'ici, la ZLECAf a toujours un véritable problème pour l'implémentation de la ZLECAf. Le professeur disait tantôt, c'est le secteur privé qui doit implémenter la ZLECAf. Mais nous avons combien d'industries au niveau de l'Afrique? 90% du secteur privé, ce sont les start-up, les PME. On doit les transformer en champions pour créer les industries. Si on ne crée pas les industries, on n'a pas la ZLECAf. La ZLECAf ne peut pas être implémentée. Donc le secteur privé est vraiment le moteur de la transformation et l'implémentation de la ZLECAf. Donc je pense que l'Union africaine déjà et les gouvernements en Afrique doivent déjà commencer par la libre circulation des personnes et la libre circulation des biens. Jusqu'ici, vous voyez, les blocs régionaux n'arrivent même pas à bien fonctionner. Et comment vous espérez que la ZLECAf va bien marcher? Donc, l'Union africaine jusqu'ici a vraiment un véritable challenge. Je parlais de l'investissement. Il disait, on était à Nairobi l'année passée où la ZLECAf veut mettre sur pied un fonds d'investissement pour les startups. Ça, c'est les initiatives qu'on a besoin. Et
pour un jeune, un start-upper, un chef d'entreprise, pour lever les fonds pour son entreprise, c'est un véritable problème, vu que les banques même n'arrivent pas à donner les crédits aux jeunes parce qu'ils n'ont pas de garantie. Donc l'investissement, c'est vraiment un véritable challenge au niveau de l'Afrique aussi, pour mieux faire le commerce. Et la dernière chose que je redis, c'est au niveau de la transformation digitale. Vous voyez, je peux faire un business entre le Cameroun et le Nigeria, le Cameroun et le Côte d'Ivoire. Pour expédier, ça peut être un peu facile, mais le système de paiement est encore très compliqué. Très compliqué. Donc on doit travailler vraiment sur ce système, le système de paiement, surtout pour les startups. C'est un véritable challenge. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Je pense qu'Afreximbank, justement, avec la ZLECAf, a mis sur pied le système de paiement PAPS qui commence déjà à permettre, à faciliter... Je disais tantôt que le secteur privé, c'est au moins 90%. Le PAPS, là, c'est les 10% là qui utilisent. Donc, les 90% des PME et des startups là n'arrivent pas toujours à utiliser cette plateforme. Est-ce qu'il y a là un souci d'accès à l'information ou alors c'est de la volonté même des entreprises concernées ou des gouvernements de s'imprégner de ce type de plateforme? Je pense que la plateforme est pour, comment on dit en anglais, Captain of Industries, pour les industries. Donc, les petits Bayam Selam là n'arrivent pas, ils ne peuvent pas utiliser cette plateforme. C'est encore facile. Je faisais une transaction avant-hier avec un de mes partenaires au Rwanda où il voulait m'envoyer l'argent. Et je lui ai dit non, je veux l'argent tout de suite au Cameroun. Il a dit, je fais un transfert bancaire. Je lui ai dit non, ça va prendre au moins 2-3 jours. L'option qu'on a utilisée, c'est qu'il a fait de Momo, de MTN Rwanda à MTN Cameroun, pas Momo. Et immédiatement, j'ai reçu l'argent. Mais si je veux faire une transaction RDC, est-ce que ça peut passer? Donc voilà le système où on peut vraiment renforcer pour faciliter les paiements des biens et services pour les startups en Afrique. Monsieur Thuo, vous avez entendu Monsieur Eweme, 3 problèmes surviennent. On parle des problèmes de circulation qui, eux, s'apparentent à des problèmes de protectionnisme, encore de souveraineté étatique. On a des problèmes d'infrastructure. On ne parle pas seulement d'infrastructure routière ou aérienne, mais également d'infrastructure digitale. Est-ce qu'on peut investir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut développer le commerce africain si on n'a pas de route, si on n'a même pas le capital énergétique suffisant pour pouvoir couvrir justement sur le plan digital le commerce entre nous? Très bien, Catherine. Alors, vous voyez, les chefs d'État africains ont suffisamment pris, je dirais, la mesure de la situation de l'Afrique en termes de développement du commerce. Et c'est pour cela que la ZLECAf est née. La ZLECAf est née en prenant en compte l'ensemble de ces préoccupations-là qui ont été exprimées. Ce qu'il a dit, les questions des infrastructures, que ce soit routières, ferroviaires, digitales, les questions de libre circulation des personnes, je pense que l'ensemble de ces éléments ont été pris en compte dans les différents protocoles de la ZLECAf. Même le protocole femmes et jeunes, voilà, qui vise donc à impliquer le maximum possible de jeunes et de femmes dans les transactions commerciales. Donc, en un mot, les réflexions ont été déjà faites. Mais bien entendu, il faut donner un peu plus de temps au secteur privé, au secteur public, non seulement de s'approprier en fait ces éléments qui ont été arrêtés dans le cadre de la ZLECAf et de pouvoir les mettre harmonieusement en œuvre. Parce que quand vous prenez même le cas, je dirais, d'un enfant, il naît d'abord bébé. Ensuite, il va marcher. Ensuite, il va courir, il va devenir un adulte. Donc, je comprends, je veux dire, que tous les Africains soient pressés de voir que les échanges intra-africains atteignent par exemple 50%, 60%, etc. Mais cela viendra avec le temps. Sur le plan, par exemple, des infrastructures, effectivement, le problème il est réel. Parce qu'on dit, je pense que la directrice générale du commerce, enfin de l'OMC l'a dit, en Afrique, le commerce coûte cher. Mais quand on dit le commerce coûte cher, c'est facile à entendre. Mais il faut revoir pourquoi le commerce coûte cher. D'abord, depuis le bord champ. Vous avez une marchandise, je dirais, au fin fond de votre village. Comment est-ce qu'il faut sortir cette marchandise? Ça peut être de la banane, ça peut être du cacao, ça peut être du maïs, etc. Comment est-ce que vous le sortez de votre champ pour qu'il soit, je veux dire, transformable? Ça, c'est la première des difficultés.
Donc les États africains, chacun en ce qui le concerne, devraient pouvoir prendre des initiatives en vue de parer, n'est-ce pas, à cette difficulté. Deuxième des choses, les infrastructures, je dirais, inter-États. Et je voudrais vous dire que chez nous, par exemple en Afrique de l'Ouest, vous avez le corridor Lagos-Abidjan, qui est l'un des corridors les plus fréquentés en matière de commerce. Donc ce qui est en train d'être fait, c'est de faire une autoroute qui part depuis Lagos jusqu'à Abidjan. Voilà. Et également une autoroute qui part de Praia au Cap-Vert, passant par le Sénégal jusqu'à Abidjan. Je peux vous assurer qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons déjà l'autoroute de Lagos qui est très avancée. Celles également qui part jusqu'au Burkina, au Mali, sont très avancées. Donc, c'est vraiment, je dirais, des activités, du moins, en travaillant de façon structurelle sur le long terme, qu'on parviendra à trouver un certain nombre d'éléments. Et pour terminer, la question des barrières non tarifaires. Ça, c'est vraiment un des éléments les plus importants pour le commerce intra-africain. Il a parlé des différents CER, les communautés économiques régionales, à l'intérieur desquelles il y a une certaine intégration. Mais que ce soit à l'intérieur de ces CER, que ce soit intra-CER, il faut dire que les barrières non tarifaires à la date d'aujourd'hui sont encore élevées. Ce qui m'amène dans certaines conférences que j'ai animées, de dire aux gens, vous avez décidé de faire une intégration. L'intégration, c'est un peu comme un mariage. Lorsque vous êtes en vie de couple, vous avez deux options. La première, c'est que vous êtes beaucoup communicatif et vous vivez certainement plus heureux. Mais quand vous jouez les cachotiers, vous avez la possibilité encore de rester ensemble, mais vous risquez de vivre mal. Et c'est malheureusement ce que les intégrations africaines sont. On est ensemble, mais on ne joue pas franc jeu. Et quand on va vous sortir le lot des barrières non tarifaires à l'intérieur d'une CER, vous allez vous demander est-ce que vraiment l'Afrique est prête à commercer entre elles. Je pense que c'est des problématiques sur lesquelles les ministres en charge du commerce, les chefs d'État travaillent de sorte à donner des instructions fermes pour leur dire si vraiment vous voulez qu'on aille à une intégration véritable, actrice de croissance, il faudrait que nous soyons francs, nous jouons franc jeu et que nous allégeons, n'est-ce pas, les échanges commerciaux en diminuant bien entendu le coût du commerce entre Africains. Monsieur Mukunji, tout à l'heure, vous avez indiqué que l'Afrique, ce n'est pas seulement le commerce multilatéral, c'est aussi le commerce régional et local. Mais aujourd'hui, l'Afrique attire de plus en plus d'investissements étrangers, notamment de la Chine, la Turquie ou des pays du Golfe. Ces partenariats favorisent-ils réellement la transformation locale du continent? Bon, ça, il faut voir ça dans la durée. Ça vient effectivement d'être mis en place. Bon, pour la Chine, on peut dire quand même il y a certains faits qui sont prouvés, notamment l'appui sur le plan des infrastructures. La Chine a quand même accompagné beaucoup de pays par rapport aux infrastructures. Et pour le Congo, par exemple, nous avons eu des contrats avec la Chine. Et ces contrats ont été révisés. C'était minerai contre infrastructure pour permettre à ce que les entreprises chinoises ou l'État chinois puissent permettre à l'État congolais d'avancer sur le plan des infrastructures. Il y a aussi les Émirats arabes unis qui ont signé dernièrement un accord bilatéral entre la RDC et les Émirats arabes unis. C'est un accord bilatéral qui va prendre en compte certains aspects. Et ces accords, normalement, ça permet peut-être de faire avancer les pays. Et le cas du Congo, là, il devait y avoir une mise en place d'une transformation de l'or, c'est-à-dire arriver à raffiner l'or sur place. Donc ça peut donner un coup de pouce. Mais il reviendrait toujours au gouvernement, à l'État, d'avoir la marge de piloter cette politique-là. Parce que les intérêts, les États, chaque État a son intérêt. Dans les contrats, on doit trouver où est-ce qu'il y a les gains. Mais ces gains puissent être gagnant-gagnant, comme notre président de la République aime de le dire, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui dit que les accords doivent être gagnant-gagnant. Et si ces accords sont gagnant-gagnant, ça peut permettre à ce que ces États puissent avancer sur le plan des échanges.
À l'horizon 2050, l'Afrique pourrait devenir l'un des principaux pôles de croissance mondiale. Monsieur Ewa, mais quelles décisions structurelles doivent être prises dès aujourd'hui pour transformer le potentiel démographique de l'Afrique en véritable puissance? Je pense que la première chose, ce sont les infrastructures. On a parlé de ça. La deuxième chose, c'est la transformation de nos matières premières. Et la troisième chose, c'est la formation de nos jeunes et femmes. Parce qu'il a parlé des accords avec la Chine, mais si vous voyez tous ces investissements et autres, la Chine vient avec les experts. Il n'y a pas le transfert de technologie. Donc on a vraiment besoin de ça. Ça, pour moi, c'est les trois principales choses majeures qu'il faudra vraiment pour transformer l'économie de l'Afrique. Et je dis toujours, quand je parle toujours de l'Union africaine, parce que c'est eux qui ont la clé. C'est l'Union africaine qui a la clé de la transformation de l'économie au niveau de l'Afrique. Vous voyez jusqu'ici, eux-mêmes, ils ont des challenges au niveau des investissements. L'Union africaine dépend toujours des aides. Et l'Afrique n'a plus besoin des aides. Si vous faites une évaluation, vous allez constater que presque 70% des fonds de l'Union africaine viennent des aides. Et nous n'avons pas besoin de ça. Vous ne pouvez pas espérer que le continent doit émerger avec les aides. Donc, voilà pour moi les 4 choses clés pour dire on va transformer l'Afrique. Parlons aussi des systèmes énergétiques au niveau de l'Afrique. Il y a les pays jusqu'ici qui n'ont pas d'électricité. Comment vous voulez que le secteur privé émerge? Il n'y a pas la lumière. Une maman qui vend son poisson au marché à 24 heures sans lumière, c'est compliqué. Une maman qui n'arrive pas à acheter la connexion de 500 francs pour faire ses transactions en ligne, pour aller sur Facebook faire le boost. Donc la digitalisation aussi au niveau de l'Afrique, c'est une phase aussi très, très, très importante pour la transformation économique de l'Afrique. Monsieur Thiaw, est-ce que vous souhaitez rebondir sur cet élément de réponse qu'il nous apporte? Oui, je pense que je vais abonder dans le même sens que lui. L'un des premiers éléments sur lesquels il faudra mettre l'accent, c'est vraiment la formation. Et ça, il a relevé. Parce que je doute fort qu'on puisse développer véritablement une population, je veux dire, majoritairement analphabète. Et aujourd'hui, bien des populations africaines, je veux dire, sont analphabètes de la digitalisation. Or, c'est aujourd'hui avec la digitalisation qu'on peut facilement développer en fait nos différents comportements. Donc si je devais citer en termes de priorité, je mettrais l'accent sur la formation des jeunes. Parce qu'il ne s'agit pas d'être en grand nombre et ne pas pouvoir contribuer. Maintenant, l'autre chose, c'est, je dirais, un peu même je dirais d'éducation. Parce que si vous êtes du côté du privé ou même de l'administration simple, vous vous rendrez compte que l'État, dans nos États, on a souvent du mal à faire certaines choses parce qu'il faut bien que l'État trouve les fonds ailleurs pour pouvoir faire ces investissements dont rêve non seulement l'État, mais aussi la population. Mais quand il s'agit, par exemple, de la fiscalité, vous êtes d'accord avec moi que bon nombre de pays africains ont du mal à collecter, n'est-ce pas, cette fiscalité dans les différents pays. Par exemple, chez nous, en termes de UEMOA, l'Organisation économique et monétaire ouest-africaine, le niveau de fiscalité, je pense qu'on doit tourner encore autour de 13%, 17%, quelque chose. Alors, ce qui est encore très bas. Donc, le taux de pression fiscale est encore, je dirais, un peu bas. En termes simples, beaucoup de citoyens ne payent pas leurs impôts. Et je pense que ça aussi, il faut pouvoir éduquer les populations sur ça pour qu'elles comprennent la nécessité de le faire. Parce que personne ne viendra développer ni nos pays, je dis respectivement, ni l'Afrique à notre place. C'est notre bien le plus précieux. Il faudrait que chacun y mette ce qu'il peut et l'État, à son niveau, pourra faire, n'est-ce pas, une coordination. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je vais rebondir. L'État parlait des impôts.
Ça, c'est un aspect très, très important. Pourquoi, est-ce que vous avez fait un constat, pourquoi les jeunes, pourquoi les entrepreneurs ne veulent pas payer les impôts? La majorité des pays africains, quand on paie les impôts et on détourne, ça ne nous encourage pas à payer les impôts. Moi, je suis également du secteur privé. Et surtout quand il n'y a pas un système de gouvernance, ça devient très compliqué. Je prends le cas du Rwanda où je maîtrise beaucoup. Ils ont un système digital très très attractif où vous ne pouvez même pas tricher les impôts. Vous devez payer. Et de deux, quand ils paient même les impôts, ils voient les impacts sur les impôts, sur les infrastructures et autres. Donc je pense que les pays aussi, les gouvernements devaient aussi créer plus d'impact et ne pas toujours détourner l'argent des impôts, que les entrepreneurs s'ouvrent jour et jour sur les business. Alors vous voyez, du côté de l'État, on vous posera la question, comment est-ce que vous sentez qu'on détourne l'argent? Je pense qu'il faut être un peu plus sérieux dans le débat. Chacun devra faire ce qu'il a à faire. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je maîtrise le plus. Quand vous quittez par exemple Abidjan et vous roulez sur plus de 600 km sur une voie toute bitumée, je pense que même si vous n'avez pas été à l'école, vous devez comprendre à quoi servent en fait les impôts que vous payez. Et ça, c'est vraiment très important parce que tant qu'on n'arrive pas à le faire, vous convenez avec moi qu'on va rester tous, chacun à se plaindre. Moi, je n'arrive pas à sortir, par exemple, ma noix de cajou, je n'arrive pas à sortir mon riz, je n'arrive pas à faire ceci. L'État, de l'autre côté, il va peut-être s'endetter. Encore, les mêmes populations vont dire, oui, l'État s'endette et on ne voit rien, etc., etc. Donc, c'est un projet commun pour lequel il faudrait que chacun joue sa partition. Et c'est pour cela que je demande à ce que chacun contribue autant qu'il peut. Parce que tous ceux qui tournent autour de l'Afrique, je pense que Catherine l'a dit, aujourd'hui l'Afrique est prospectée pratiquement par toutes les grandes puissances. Personne ne le fait parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes Cameroun, nous sommes Côte d'Ivoire. On le fait parce qu'ils ont des intérêts. Et comme le disait le premier président de la Côte d'Ivoire, l'Afrique recèle des matières premières. Nous devons en avoir conscience et prendre toutes les dispositions utiles, à quelque niveau que vous soyez, de sorte à ce que ces matières premières soient exploitées de façon rentable au profit des Africains. Et voilà un peu ce que je pense sur la question. M. Moukoundji avait un élément de réponse complémentaire. Effectivement, souligner que digitalisation, oui, mais aujourd'hui, on dénombre des analphabètes numériques énormes. Donc, il faudrait souligner le capital humain qui est cette formation continue et aussi souligner l'aspect institutionnel, c'est-à-dire l'aspect des structures étatiques qui encadrent, non seulement, mais aussi du côté des entreprises qui font aussi les affaires. Mais regardez l'accompagnement des zones universités. C'est aussi négligé. Il n'y a pas parfois entente entre l'État, peut-être les entreprises et l'université dans le cas d'encourager l'innovation pour permettre à ce qu'on amène des solutions innovantes. Les nombres n'est pas vraiment un frein, c'est plutôt un défi. La Chine aujourd'hui est puissante, c'est à cause du nombre. Faudrait-il le souligner que la Chine est entrée à l'Organisation mondiale du commerce à peine 20 ans. Donc, les règles de l'OMC en soi ne sont pas mauvaises. Il faut les maîtriser. Les maîtriser, tout ce qu'on demande à l'OMC, c'est être gardien de ces règles, permettre à ce qu'il y ait rétablir cet organe de règlement des différends et protéger en tout cas les petits pays. Et si les petits pays maîtrisent ces règles-là, ils peuvent s'en sortir. C'est comme le foot, hein, les 11 règles du jeu. Vous savez, les grands pays, parfois, ils se font battre par les petits. Et la Chine en a prouvé. 20 ans entrant à l'OMC, ils maîtrisent les règles que même les grandes puissances comme les États-Unis, qui est même arrivé à bloquer l'organe de règlement des différends. Parce que quand il y avait différends, la Chine remportait toujours. Donc ça, c'est aussi, en tout cas pour les États africains, et surtout, amener les modèles africains de développement, pas le contraire. Voilà. Si ces États qui ont les atouts, qui ont les instruments, mais qui sont, malheureusement, ne sont pas utilisés,
comme l'agenda 2063, qui est un outil très puissant, élaboré par les pays africains, qui ont bien vu qu'on doit aller jusqu'en 2063. Et même l'agenda 2030 des Nations Unies étendait ça. Et l'Afrique est en avance. Mais comment utiliser ces potentiels, ces instruments à disposition pour maintenant les installer dans les pays? Voilà les challenges qu'il faudrait vulgariser ces choses-là au niveau de nos nations pour permettre à ce qu'il y ait ces développements, en tout cas autocentrés à travers l'espace national. À présent, notre dernier tour de table. Depuis le lancement opérationnel de la ZLICAF le 1er janvier 2021, l'Afrique vise à augmenter ses exportations industrielles de 30% d'ici 2030. Selon vous, quels sont les secteurs et les stratégies qui permettront au continent de renforcer sa position dans le commerce mondial face aux grandes puissances économiques? Je commence par vous, M. Ewame. Déjà, il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner. Le commerce de services. Quand je parle de commerce de services, je touche le tourisme et autres. Le tourisme peut rapporter beaucoup en Afrique, mais malheureusement, c'est un secteur beaucoup négligé. Donc, il faudra que vraiment la ZLICAF aussi revoie ces aspects pour ce secteur. Et deuxième chose, il y a la transformation des matières premières. On parle du Made in Africa. Nous pouvons avoir beaucoup des entrées sur le niveau de la transformation de nos matières premières. Nous avons par exemple le Made in Cameroun ici, qui n'est pas encore bien structuré. Je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Nous dansons encore. Vous allez voir, je citais ici 90% des PME, des startups sont dans l'informel. Vous allez voir les acteurs du Made in Cameroun par exemple, ils font encore ça traditionnellement. C'est-à-dire, ils n'ont pas de machine. Ceux qui transforment la tomate, ceux qui transforment le manioc, etc. Donc je pense que les gouvernements devaient vraiment s'appuyer sur les start-up au niveau de la transformation des matières premières au niveau de l'Afrique. Et la troisième chose, c'est vraiment l'éducation. La ZLICAF doit beaucoup éduquer et renforcer les capacités des start-up et les PME. C'est vrai que je travaille beaucoup avec la ZLICAF, le secrétariat, et ils sont en train de mettre sur pied déjà une plateforme pour les ONG économiques qui accompagnent les start-up et les PME. Donc c'est déjà une bonne chose déjà, parce que je pense que la plateforme sera lancée cette année à Biachara Africa Forum qui va se tenir au Togo en mai. Je vais m'arrêter là. Monsieur Thuot, on parle beaucoup d'industrie locale, mais une industrie qu'on a souvent tendance à négliger en plus du tourisme, ce sont les industries créatives. Est-ce que la musique, est-ce que le cinéma ne sont pas aussi des secteurs dans lesquels on peut investir justement pour vendre davantage l'Afrique? Bien entendu. C'est justement ce que j'allais ajouter à ce que mon frère a énuméré. Effectivement, l'industrie créative est un des secteurs de forte croissance pour les pays africains. Moi, c'est la deuxième fois que je suis au Cameroun. Mais déjà, quand j'étais au lycée, j'entendais Petit Pays qui chantait Gaoundéré. Et le chauffeur qui m'a pris à l'aéroport, je lui ai demandé il est d'où, il dit il est de Gaoundéré. J'ai dit mais Petit Pays, il a commencé à rire. Donc voilà un peu pour dire qu'il y a beaucoup de potentiel dans nos pays africains. Je crois qu'on m'a dit qu'au Cameroun, il y a près de 240 groupes ethniques. Alors vous imaginez, derrière chaque groupe ethnique se cache toute une culture, toute une industrie créative méconnue, d'abord des nationaux et ensuite des internationaux. Donc je pense qu'en travaillant en fait sur cette industrie, l'Afrique devait pouvoir accélérer sa croissance économique. Monsieur Mukunji, quels sont les secteurs, à votre avis ou à votre sens, dans lesquels les Africains ou alors la ZLICAF devra investir davantage pour nous faire peser davantage dans la balance commerciale internationale?
Bon, déjà ce qui a été dit, et éventuellement il y a aussi ce que Madame la directrice avait souligné, les minéraux critiques stratégiques. Hein, comment on peut être dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, quand on a des iPhones, tout ça, mais la base, elle vient d'où? La base vient par exemple du Congo, où on a ces matières premières. Coltan et cobalt. Coltan et cobalt. Mais c'est l'extraction, mais la valeur vient d'où? Quand on met le puce, où il y a toutes les applications. Donc, vous pouvez envoyer de brut, mais il n'y aura pas de contenu. Mais la valeur va venir à ce qu'on a ajouté pour faire tourner, en tout cas, l'appareil. Aussi, cette industrie-là, avec les accords qu'il y a donc, entre pays, pour se mettre ensemble dans la chaîne de valeur. Je voudrais aussi souligner quelque chose par rapport à ce qui a été dit pour l'industrie au niveau africain, c'est les règles d'origine. Parce qu'au niveau de la ZLECAf, on est en train de voir comment permettre à ce qu'un produit soit originaire de cet espace pour s'échanger facilement. Donc c'est une question qui mérite d'être vraiment débattue pour ne pas permettre qu'il y ait des déversoirs des produits importés dans cet espace-là. L'industrie créative, effectivement, il y a des droits d'auteur qui existent depuis des lustres, mais qui ne sont jamais, peut-être au niveau africain, encouragés. Et j'en connais quelque chose, moi, qui vient du Congo-Kinshasa, qui est un grand pays à potentiel de créativité dans cet aspect-là, mais on manque, peut-être sur le plan national, des industries de musique au niveau local. Donc ça, c'est des choses aussi, à voir comment encourager peut-être les entrepreneurs à aller dans ce sens-là et surtout aussi les États à accompagner, à apporter les investissements en tout cas massifs pour permettre les privés de suivre. Parce qu'il y a des aspects où les privés ne peuvent pas investir. Mais si l'État donne les citations, dans le cadre par exemple des zones de libre, des zones économiques spéciales, vous allez voir, les entrepreneurs vont venir pour permettre de s'implanter et faire accroître les activités. Ce débat nous a montré que la souveraineté économique de l'Afrique ne dépend pas uniquement des règles du commerce mondial, mais aussi de sa capacité à s'industrialiser et à parler d'une seule voix. Monsieur Gilbert Eweme, coordonnateur continental d'Accelerate Africa, Monsieur Siriki Tuo, directeur de la coopération internationale et régionale au ministère du Commerce de Côte d'Ivoire, Monsieur Richard Mokunji, administrateur à la Chambre de commerce suisse RDC. Merci à chacun d'entre vous pour vos analyses. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Africa Newsroom. Mais d'ici là, tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine sur Africa 24.